Au sommaire de ce journal, une délégation gouvernementale à Goma après les malheureux événements de mercredi qui ont conduit à la mort d'une cinquantaine d'adeptes du mouvement mystico-religieux Wazalendo. Elle a été dépêchée par le président de la République qui, lors de la réunion de Conseil des ministres, s'est montré indigné par l'usage disproportionné de la force contre les civils. Et puis le PPRD a dénoncé cet après-midi la démolition d'une partie de la résidence de Joseph Kabila de la commune de la Gombe. Plusieurs images ont été relayées sur Internet montrant les forces de l'ordre encadrer la destruction d'une partie de la concession GLM. Pour le PPRD, il s'agit d'une énième intimidation. Vous suivrez leur déclaration dans ce journal. Première visite du pape en Mongolie, une visite à la fois politique et religieuse. François a lancé un message de paix et a dénoncé la corruption dans le pays. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La délégation est censée être ce samedi à Goma. Elle est composée du ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, celui de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, des droits humains, Albert Fabrice Mpouela et le vice-ministre de la Justice. Elle a officiellement pour mission de déterminer les circonstances de la mort de plus de 43 personnes et déterminer les responsabilités pour des sanctions. En Conseil des ministres, le chef de l'État s'est dit consterné et a appelé à des enquêtes. On écoute le compte-rendu avec le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. De la République s'est exprimé avec colère, effroi et consternation après avoir appris le décès, le 30 août 2023, de près d'une quarantaine de compatriotes brutalement fauchés au cours d'une manifestation dans la ville de Goma de suite d'une intervention des forces de l'ordre. Cet événement malheureux ne peut que faire l'objet d'une forte désapprobation et d'une forte condamnation, tant elle est incompatible à la vie en démocratie d'une part, et d'autre part à la mission constitutionnellement dévolue aux forces armées. Le président de la République a appelé la justice à faire la lumière sur ces drames et d'établir rapidement la responsabilité, tout en soulignant que ces drames ne peuvent pas et ne demeurera pas impunis. Aux familles des victimes, il a présenté au nom du peuple congolais ses condoléances les plus attristées. Le président de la République a aussi saisi cette occasion pour lancer de nouveau un appel aux forces de l'ordre dont les efforts devant être mis en œuvre dans le registre de la prévention et du dialogue avec la population qu'elle a la noble mission de protéger. Enfin, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, ainsi que la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, de lui faire rapport dans le plus bref délai sur les circonstances qui ont mené à cet effroyable drame et pour que très rapidement des sanctions sévères puissent être prises contre tous ceux qui ont été responsables de ces tristes événements. Et je le disais aussi dans le sommaire, la résidence de Joseph Kabila de la commune de la Gombe, connue principalement sous le nom de GLM, a été en partie détruite. Le PPRD, les proches de l'ancien président de la République qui s'y sont opposés sur place ont dénoncé une énième intimidation et ont pris à témoin la communauté nationale comme internationale. On écoute la dénonciation du secrétaire permanent du PPRD. À la passée du président Kabila, on ne sait pas pourquoi, sans document important. On demande, vous venez de qui? Il dit, nous avons été envoyés par la hiérarchie. La hiérarchie, c'est qui? On dit non, vous demandez au président Tshisekedi. Nous sommes dans quel pays? Vous voulez violer la résidence de quelqu'un sans l'informer, sans une notification? Nous condamnons avec la dernière énergie cette énième intimidation aux Congolais, surtout ceux qui sont de l'opposition et principalement du président Joseph Kabila Kabange. Nous demandons donc au pouvoir public en place de respecter les règles
de respecter les lois. Si vous voulez visiter quelqu'un, si vous avez une préoccupation, il faut suivre la procédure. Au lieu de vous présenter comme des gangsters en disant que l'ordre vient non du président Tshisekedi. Nous, on ne peut pas nous intimider comme ça. C'est pourquoi nous sommes ici et nous avons décidé de rester ici jusqu'à ce qu'ils vont nous présenter un document pour venir violer la résidence du président Kabila. Le président Kabila n'est pas ici. Sa femme n'est pas ici. Il n'y a personne ici. Il y a seulement les gardes. Mais ils veulent à tout prix entrer ici. Ils cherchent quoi? Nous sommes là, il n'y a rien. Voilà pourquoi nous sommes ici. Et nous demandons à la population d'être vigilants, d'ouvrir l'œil et les bons. Nous demandons à la communauté nationale et internationale de suivre ce qui se passe au Congo. C'est gravissime. Le pays est en recul de plus ou moins 50 ans. Et c'est condamnable. On ne peut pas nous distraire pour qu'on oublie ce qui se passe à Goma. On nous dit qu'on a tué les gens à Goma. Il faut d'abord qu'il y ait des explications. Il faut qu'on nous explique pourquoi on a tué les gens à Goma. On va encore créer des troubles ici. Voilà, c'est pourquoi nous sommes ici. Et je demande aux militants, aux membres de rester calmes. Et nous suivons ça de plus près parce que nous avons déjà dénoncé. Et un fait de société à présent, alors que la pluie n'a pas effectivement repris, l'avenue des Huileries dans son croisement avec la rue Itaga est déjà en partie submergée par les eaux des caniveaux. Difficile pour les piétons qui veulent entrer à Lingwala d'y mettre ne serait-ce les pieds. Un décor déplorable à quelques mètres du centre-ville de Kinshasa. On voit ça en image. On est pratiquement à quelques jours du début de la saison pluvieuse à Kinshasa. Mais sur l'avenue Étienne Tshisekedi, ex des Huileries, des caniveaux sont bouchés par des déchets plastiques et ménagers, causant ainsi des débordements de eau. Les déchets plastiques se mêlent aux immondices, obstruant ainsi les caniveaux et empêchant les passages des eaux, qui créent une stagnation qui, du reste, ne permet pas à ceux qui y vendent de mener à bien leur vente. La situation a déjà duré presque un mois et demi, mais sans aucune assistance. On a du mal à faire la vente ici. Les clients ne veulent plus franchir ces lieux à cause du débordement des eaux. On a tiré la sonnette d'alarme, mais sans succès. Nous demandons aux autorités de nous venir urgemment en aide pour le curage des caniveaux. Un mois et demi. Pour traverser vers Itaga dans la commune de Lingwala, la situation est alarmante pour les piétons qui sont obligés de retrousser leurs pantalons avant d'accéder à cette commune. Les vendeurs par contre utilisent les bottes. La Commission nationale des droits de l'homme a un nouveau président. Gisèle Kapinga Tumba a été élue hier par la plénière et ce, moins de 48 heures après l'éjection de Paul Sampou, à qui il a été reproché plusieurs griefs, dont la mégestion et un comportement déshonorant. La Commission retourne sur ces événements dans ce commentaire. Les choses sont allées vite à la CNDH et probablement peut-être en raison du contexte électoral. Après les accusations contre son président poussées finalement à la porte, la CNDH a désigné hier vendredi une nouvelle personnalité pour présider à sa destinée. Les 5 commissaires nationaux ont à l'unanimité jeté leur dévolu sur Gisèle Kapinga, qui était jusqu'ici sous-commissaire des droits de la femme et de l'enfant. Le bras de fer avec Paul Sampou a été de courte durée. Le chef de l'institution d'appui à la démocratie aura dirigé la commission plus ou moins un semestre. Accusé de tous les maux, l'ancien président est sorti par la petite porte alors qu'il s'apprêtait à présenter le programme pour la période pré- et post-électorale. Les griefs retenus contre lui par ses collègues sont en grand nombre: malversation financière, violation du droit au respect de la dignité de la personne humaine, mercantilisme, violation du code de bonne conduite de l'agent public de l'État, tentative de détournement, politisation de la fonction de président de la CNDH, pour ne citer que ceux-ci. Les commissaires nationaux avaient demandé sa démission dans l'immédiat après lui avoir retiré leur confiance afin de permettre à l'institution de guérir de ses blessures et de restaurer la solennité de la CNDH. La nouvelle présidente de la commission sera secondée par Bambankola Joël comme vice-présidente, Dieudonné Kalidji, rapporteur, Paulette Lekonia Sefou, rapporteur adjoint. Et le regroupement politique à nous de bâtir le Congo du député national Bernard Kayumba poursuit les séances de réarmement moral de leur base à l'approche des élections de décembre 2023. Le message principal était le respect du mot d'ordre.
Après avoir déposé les candidatures à tous les niveaux du regroupement politique à nous débâtir le Congo et du parti politique Nouvel Élan du Congo, Bernard Kayumba est descendu sur terrain, plus précisément ici à Lukunga, où il a eu un échange fructueux avec sa base, dans le seul but de la remercier et de les encourager à ne pas baisser les bras pendant cette période des grands enjeux. Demain, nous voulons avoir des ministres provinciaux. Nous aimerions aussi que le prochain gouverneur de la ville de Kinshasa sorte de ces lieux, c'est-à-dire de Lukunga. Que les candidats conseils communaux puissent gagner les élections, parce que nous savons qu'en politique, nous devons rêver plus grand. Et nous ferons tout pour que tous les différents projets des uns et des autres soient mis en application. Plus de 421 candidats députés nationaux, 650 candidats députés provinciaux, 1000 candidats conseillers communaux disséminés sur l'ensemble du territoire national ont été alignés pour les échéances de 2023. Pour soutenir président Fatih Béton, pour rassurer, soutien à Bissot sans condi. Les députés nationaux et autorités des références Bernard Kayumba rassurent les uns et les autres du deuxième mandat du président Félix Tshisekedi afin de continuer les développements du pays et du bien-être de la population. Le rapporteur de l'Union sacrée demande par ailleurs à tous les candidats aux différents scrutins et aux membres de suivre le mot d'ordre du regroupement et surtout garder la discipline. Et dans les institutions, entreprises et services publics, la DGDA a réceptionné de nouveaux équipements et matériels. Il s'agit d'une nouvelle logistique pour son réseau informatique. Cette acquisition a été rendue possible grâce à un partenariat entre le gouvernement et la société AUFS RDC. Amina Bayombo. Les équipements que Africa Union Financial Service AUFS, son sigle, a remis à la DGDA ce vendredi visent à renforcer les capacités opérationnelles de la douane dans le domaine de la technologie et pour assurer une collecte maximale des recettes. La société Africa Union Financial Services s'est engagée à la mise en application scrupuleuse des 4 piliers principaux sur lesquels s'appuient ces partenariats avec les gouvernements de la République démocratique du Congo, à savoir la mise en œuvre d'un système intégré incluant le pont bascule, scanner, système de surveillance et de contrôle aux frontières, ainsi que d'autres supports informatiques liés à Sidonia. AUFS RDC livre à ce jour à la DGDA un lot de 14 véhicules Toyota Land Cruiser de type missionnaire sur le 150 prévu. Le réseau informatique, les infrastructures ainsi que le renforcement des capacités sont les 3 axes autour desquels s'articulent les interventions de l'AUFS, d'où cette dotation des Jeep 4x4, des drones et tant d'autres équipements à la DGDA pour optimiser son rendement. La DGDA attend de la société AUFS RDC une mise en œuvre accélérée du programme d'investissement dans le domaine des infrastructures et du réseau informatique, gage de l'amélioration du climat des affaires et d'attraction des investissements directs étrangers. L'engagement de la société AUFS a été salué au cours de cette cérémonie, notamment pour ses efforts en termes d'actions concrètes dans l'accompagnement de la DGDA depuis la signature de son contrat avec le gouvernement congolais. L'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme a organisé le vendredi une grande journée scientifique. Le thème retenu était la contribution de l'architecture et de l'urbanisme à l'amélioration des cadres bâtis en RDC. L'activité a connu la participation des chercheurs et des docteurs à thèse de l'institution. Tout a commencé par l'exposé introductif du secrétaire général académique chargé de la recherche. Le professeur et architecte Gervin Kiraluiroy a relevé l'importance de cette journée scientifique. C'est
journée qui a pour thème contribution de l'architecture et de l'urbanisme à l'amélioration des cadres bâtis en République démocratique du Congo. La formation qui se passe ici est une formation de qualité. À voir les travaux qui ont été produits, je crois que vous n'avez nul doute que le gouvernement peut nous faire confiance. Pendant toute la journée, 13 intervenants, tous docteurs à thèse et professeurs à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, ont présenté chacun la synthèse de sa recherche en matière d'architecture, d'urbanisme et de l'amélioration de l'aménagement du territoire. Des recherches à mener d'aider le pays à relever les défis de la mise en œuvre efficiente et rationnelle de reconstruire le pays. La communauté doit attendre beaucoup de nous. Les travaux qui se sont réalisés à travers ces thèses donnent des recommandations, des pistes d'initiation des projets à réaliser pour l'amélioration, tant soit peu, de certains aspects d'analyse qu'ils ont portés dans la ville de Kinshasa, notamment en matière d'érosion, notamment en matière de l'organisation de l'espace, de la mobilité, du transport, qui se pose avec acuité dans notre ville, et en matière des problèmes que rencontrent les villes minières à travers le pays. Signalons que ces exposés, découlant des dissertations doctorales de l'ISAO, seront documentés dans une brochure à mettre à la disposition de la communauté scientifique et du pouvoir public. Et dans le monde à présent, ils sont une minorité en Mongolie. Le pape François effectue depuis hier vendredi une visite dans le pays d'Asie centrale où il a rencontré les quelques 1400 fidèles catholiques que compte le pays. Une première visite d'un souverain pontife en cette terre bouddhiste. Arrivé vendredi à Oulan-Bator, capitale de la Mongolie, le pape François a été accueilli au cours d'une cérémonie officielle sur un tapis rouge avec les honneurs des cavaliers mongols. C'est une première visite pontificale dans cette vaste nation isolée d'Asie, enclavée entre les deux superpuissances que sont la Chine et la Russie. Selon les informations, l'objectif du Saint-Père est de soutenir la minorité catholique et envoyer un message à la Russie et la Chine voisines. Aller en Mongolie, c'est visiter une petite population dans un grand pays. La Mongolie semble infinie et elle a peu d'habitants. Une petite population, mais une grande culture. La visite du souverain pontife, âgé de 86 ans, jusqu'à lundi dans ces pays en majorité bouddhiste, est un geste de soutien à la petite communauté des catholiques qui compte environ 1400 fidèles pour plus de 3 millions d'habitants. Je suis si heureuse de voir le pape. Je suis très reconnaissante de sa visite. Nous attendions ce moment depuis si longtemps. Il m'a serré la main 2 fois. Je suis tellement contente. S'exprimant ce samedi, le pape François a appelé les gouvernements et les institutions séculières à ne pas craindre l'action évangélisatrice de l'Église parce que celle-ci n'a pas d'agenda politique. Le message des miséricordes et de vérité de l'Église est destiné à promouvoir les biens de tous, a-t-il ajouté. Et pour terminer, fin de stage à Télé 50, cette fois pour les étudiants de l'IFASIC qui fête ses 50 ans et de l'université de Kinshasa, la colline inspirée. Ils étaient une dizaine à arpenter chaque jour les couloirs et les rédactions de la télévision du cinquantenaire dans leur apprentissage du métier du journalisme. Au terme de leur stage, les étudiants ont fait un reportage revenant sur leur parcours. Il a fallu 4 semaines minimum pour ces étudiants venus des différentes institutions d'enseignement supérieur de Kinshasa d'effectuer leur stage académique à l'espace 50. Parmi eux, on retrouve les étudiants de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication de l'Université catholique du Congo et ceux de l'UNIKIN. Le passage de ces derniers à l'espace 50 est une opportunité pour eux de s'outiller des armes du métier. Chaque saison, il offre des opportunités à tous les stagiaires académiques ainsi que professionnels de venir se perfectionner ici chez nous. Alors sous certainement la coordination de Jean-Marie Kassamba, lui qui nous aide certainement à pouvoir encadrer tous les stagiaires. Et aujourd'hui, c'est la fin de ce lot de stagiaires que nous avions eu. Faisant parfois face au stress, pression, mais sous un encadrement professionnel pour leur adaptabilité, ces stagiaires ressortent d'ici avec un sentiment de joie. J'ai appris beaucoup de choses pendant mon période de stage. Déjà, notamment, j'ai appris comment rédiger correctement un papier, comment
faire présenter le journal, comment monter des vidéos et afin de faire passer à l'édition du soir ou de l'après-midi. Nous étions venus ici avec garni des théories et consorts qu'on ne savait pas mettre en pratique, mais grâce à Télé 50, nous sommes arrivés quand même à mettre les choses que nous avons apprises en pratique, et ça nous permet justement aussi de connaître le journalisme que nous avons tant ignoré. Ce samedi 2 septembre marque en effet la fin de leur stage académique d'un mois consacré entièrement au journalisme. Selon ces anciens stagiaires de l'espace 50, ils repartent des Télé 50 avec les goûts de revenir. Place au rappel des titres à présent. Une délégation gouvernementale à Goma après les malheureux événements de mercredi qui ont conduit à la mort d'une cinquantaine d'adeptes du mouvement mystico-religieux Wazalendo. Elle a été dépêchée par le chef de l'État qui, lors de la réunion de Conseil des ministres, s'est montré indigné par l'usage disproportionné de la force contre les civils. Et puis le PPRD a dénoncé cet après-midi la démolition d'une partie de la résidence de Joseph Kabila de la commune de la Gombe. Plusieurs images ont été relayées sur Internet montrant les forces de l'ordre encadrer la destruction d'une partie de la concession GLM. Pour le PPRD, il s'agit d'une énième intimidation. Et première visite d'un pape en Mongolie, une visite à la fois politique et religieuse. François a lancé un message de paix et a dénoncé la corruption dans le pays. Et c'est par ici que va donc se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Communiqué nécrologique. Les familles Barampa na Mutombo Pamphile, Bilonda Mutombo Janine, Mukendidi Nanga Désiré, Tanga Kabongo Mireille, Mbuyika Songo Noëlla et Masuka Saïni Fifi ont la profonde douleur d'annoncer aux amis, connaissances et confessions religieuses la mort inopinée de leur mère, belle-mère, grand-mère, tante, sœur, amie, Marc Mukendi Odia, mort survenu en date du 27 août 2023 à l'hôpital Ngaliema à Kinshasa. Le deuil est observé à Lubumbashi, à l'espace Baïlis, au numéro 327, avenue Gambela 2, référence rond-point Carrefour. Le programme d'inhumation se présente comme suit. Dimanche 3 septembre 2023, en début de la soirée, arrivée du corps à Lubumbashi via l'aéroport de Luano. Lundi 4 septembre 2023, de 9h30 à 10h, levée du corps à la morgue Afia, Don Bosco, vers l'espace Baïlis. De 10h à 10h45, messe de Requiem. De 10h45 à 11h15, témoignage. De 11h15 à 12h15, dépôt de gerbes de fleurs. Et puis de 13h30 à 14h, départ pour le cimetière de Kasangiri, rivière des Anges de Lubumbashi. Après l'oraison funèbre, retour au lit du deuil, plus vers de consolation. Fait à Colosie le 31 août 2022, communiqué signé Les Familles.